ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, dans cet épisode, je suis très heureuse de vous présenter Kim Gingras, une artiste maintes fois primée pour sa carrière exceptionnelle en tant que danseuse, chorégraphe, éducatrice, conférencière et personnalité de la télévision. Cette Montréalaise est reconnue internationalement pour son implication tant devant que derrière la caméra. Ayant travaillé avec les plus grandes icônes telles que Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Ariana Grande, Dua Lipa, Madonna, et ayant fouillé les scènes les plus prestigieuses du monde telles que la mi-temps du Super Bowl, les Grammys, les MTV Movie Awards, The Voice, Ellen DeGeneres, American Idol, Dancing with the Stars, X Factor ainsi que Coachella, Kim a accumulé une quantité prodigieuse de connaissances et d'expériences au cours de sa longue carrière. Cette artiste et entrepreneur a gagné l'amour et le respect de ses pairs, mais aussi de dizaines de milliers de fans à travers le monde entier. Elle est une source d'inspiration et une mentor pour beaucoup, surtout les jeunes femmes. Ayant comme mission de contribuer à l'essor de la danse, Kim a créé le Professional Dance Career Course, un programme de mentorat qui guide, soutient et unit la nouvelle génération d'artistes de partout à travers le monde, y compris l'Australie, l'Espagne, l'Irlande, les États-Unis et le Canada. Donc sans plus attendre, bonne écoute! Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast d'Ambitionnelle. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi. Oui. Puis je voulais savoir, écoute, pour commencer, comment est-ce que tu vas en ce moment? Comment ça va? Oui. Ça va super bien. Écoute, moi, j'en suis en pleine planification de mariage. C'est quelque chose, mais c'est un peu comme l'événementiel. Tu sais, veux pas en tant que danseuse, chorégraphe, mentor, des événements, j'en ai déjà créé. Fait que ça ressemble un peu à ça, mais disons, étalé sur quelques jours. C'est très excitant. Puis je me dis, écoute, ça arrive une fois. On comme du bois, ça arrive une fois dans une vie. Donc, j'en profite. C'est pas mal ça qui se passe en ce moment dans ma vie. Puis là, en termes de danse, est-ce que tu continues quand même à danser avec ton mariage ou est-ce que tu as pris un petit break depuis? Oui, je danse encore. Je danse un peu moins en tant que moi, physiquement, la performeur là, sur scène, mais du mentorat, je suis en pleine session en ce moment avec mon programme de mentorat de Professional Dance Career Course, ce qui est principalement en ligne, donc ça se fait super bien avec l'horaire que j'ai. Puis de la chorégraphie par-ci par-là, des conférences. Je touche un peu à tout en ce moment, je te dirais, mais pour le prochain mois, là, le tout se calme un peu. Je prends moins de projets pour pouvoir me concentrer sur le mariage. Bien, c'est très compréhensible. Honnêtement, un mariage, c'est un gros événement aussi. Oui. Puis, par rapport à ton programme, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Comment ça fonctionne? Ben oui, ça me fait plaisir. Donc moi, tout l'aspect, ça fait des années que j'enseigne, tu sais, comme prof de danse, mais l'aspect mentor, être là vraiment pour la carrière d'un danseur, d'une danseuse, j'ai parti ça pendant la pandémie. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs années, mais tu sais... Okay. La vie fait des choses, puis on est occupé, puis on saute d'un projet à l'autre. Puis là, quand tout s'est arrêté, dans ce temps-là, moi, j'étais à Los Angeles, j'habitais encore là-bas, puis j'avais des spectacles qui s'en venaient, puis là, d'un coup, comme tout le monde, on reçoit le courriel, annulé, cancellé, repoussé. Puis je me suis dit, tu sais quoi, retournons à Montréal, je vais me sentir mieux, premièrement, plus sécuritaire, on ne sait pas ce qui va se passer, ça va être combien de temps que tout va être fermé comme ça. Fait que mon chum et moi, on est partis en van, on a conduit jusqu'à Montréal, on revient à la maison. Puis là, ben c'est ça, tu te retrouves à Montréal, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Puis je me suis dit, c'est le moment pour partir, tu sais, me monter mon site Internet. Puis aussi apprendre, tu sais, je me suis appris comme à tout faire parce que j'avais le temps, tu sais. Fait que là, monter mon site Internet, puis monter un programme de mentorat qui se faisait semi en ligne, semi en personne, qui s'appelait l'expérience Kim Gingras parce que c'était vraiment moi qui partage mon expérience. Puis après ça s'est transformé en ce que c'est aujourd'hui PDCC, Professional Dance Career Course. Puis bref, on danse pas physiquement. Okay. C'est vraiment un programme, un cours en ligne où je passe à travers tout ce qui englobe une carrière en danse. On parle du branding, du networking, les auditions, la représentation. As-tu besoin d'une agence? En as-tu pas besoin? Ton portfolio ressemble à quoi? Comment dealer avec le rejet? Comment développer sa confiance en soi? Les finances, c'est un gros sujet aussi pour t'assurer d'être sécuritaire côté finances, côté assurance. C'est ton corps, c'est ton outil. Bref, tu sais, je veux dire, la liste continue. C'est des questions que je recevais souvent à travers les années. Kim, comment je fais pour telle affaire? Kim, qu'est-ce que tu me suggères? Puis je me suis dit, bon, les réponses sont pas vraiment disponibles en ce moment, clairement, parce qu'on me le demande beaucoup. Je vais partir mon programme pour pouvoir aider des danseurs de partout à travers le monde.
Ben c'est super inspirant, puis justement, t'en parles, et c'est ça que je me dis, parce que quand on pense aux artistes, c'est rare que, tu sais, à l'université, il n'y a aucun cours, même au cégep, je pense, par rapport aux artistes, comme, si t'es un artiste, c'est vraiment par rapport à ton art, mais on t'apprend pas nécessairement les autres trucs qui sont nécessaires à la vie, comme justement, comme tu dis, les impôts, les assurances, comment est-ce que ça fonctionne pour ton portfolio d'artiste, tu sais. Exactement. Tu sais, t'es danseur, c'est le fun, ça commence d'habitude d'une passion, d'un feu à l'intérieur de nous que, waouh, moi j'adore danser, est-ce que ça peut être une carrière super, mais il faut pas oublier qu'on est travailleur autonome, on est notre propre business. Puis il y a ce côté-là que j'ai naturellement, je pense, quand même assez compris rapidement. C'était peut-être les influences dans ma vie. Ma mère qui est super indépendante, qui travaillait 3 jobs, qui était là pour nous, toutes nous soutenir, nous donner tout l'amour et l'encouragement. Fait que de me dire, OK, moi, comment je fais pour être indépendante dans ce que je fais, puis quand même faire de l'argent, vivre de ça, m'arranger pour être bien organisée. Donc, c'est un peu mon vécu que je partage. Ben c'est vraiment impressionnant, honnêtement, puis c'est tellement une bonne idée. Puis justement, je sais que tu fais partie aussi de l'École nationale de danse du Canada. Oui, puis, je suis au conseil administratif, puis aussi ambassadrice. Puis est-ce que t'as un, si je peux dire, comme un merge avec l'École nationale du Canada? Est-ce que... Je viens, de temps en temps, je viens enseigner, tu sais, vraiment des ateliers un peu, des stand-alone, comme on peut dire, là, tu sais, c'est pas un curriculum où je suis là pendant des semaines pour l'instant. Ça pourrait peut-être changer dans le futur, mais pour l'instant, je vais rentrer, justement, je vais parler de marque de commerce, le branding, quoi faire avec les réseaux sociaux. Tu sais, veux pas, en tant que danseur, la page Instagram, c'est plus juste une façon de socialiser avec les gens, ça devient ton résumé, ton CV digital. Je peux pas le dire et le redire assez. Je suis aussi de l'autre côté de la table en tant que chorégraphe à caster, à choisir des danseurs et des danseuses. Puis souvent, là, je vais monter un super de beau PDF pour mon client. Voici qui je suggère, leurs photos, leur CV. Puis là, ils vont me revenir. Super, c'est intéressant, mais je peux savoir leur nom Instagram. Je veux voir leur page. Ouais. On est vraiment rendu là en ce moment, en 2023. Donc je rentre au NDC pour leur parler de ça principalement pour l'instant, là. Ouais, mais définitivement, Instagram, c'est rendu aussi un moyen d'expression pour ta personne. Puis, en tant que tel, je trouve que c'est une manière d'exprimer ta personnalité aussi. Donc, c'est normal que les gens veuillent savoir des fois qu'est-ce que tu projettes, quel genre de personnalité, même si c'est pas tout. Ouais. On s'entend de nos jours, c'est rendu quand même assez important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, surtout dans le milieu de la danse ou des arts ou peu importe. Oui, exactement. Puis aussi, tu sais, je pense, il y a beaucoup de nos projets en tant que danseurs qui sont à court terme. Tu sais, c'est très rapide, c'est un 2 jours, 3 jours, mais des fois, quand on parle de spectacle, de comédie musicale, de faire partie d'une compagnie, de partir en tournée pendant des mois, tu veux, oui, une bonne danseuse, mais aussi quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre, qui va faire partie de ta famille, là, une extension de toi. Donc, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de venir voir sur les réseaux sociaux. Veux pas, tu sais, je fais juste dire la vérité de ce que j'entends, de ce que je vois. Les gens veulent voir, OK, moi, je vais-tu bien m'entendre avec elle? Je la veux-tu autour de moi? Es-tu assez responsable et mature et indépendante pour faire partie, tu sais, de l'extension de l'artiste en particulier? Ou est-ce qu'elle va trop faire le party puis peut-être être irresponsable? Tu sais, il y a ces petits points-là à venir voir et rechercher là, quand on vient voir sur une page Instagram. Bien, c'est sûr. Puis en même temps, c'est triste à dire en tant que tel, mais il faut toujours faire attention aussi à ce qu'on met sur les réseaux parce que ça a tellement un impact grand. Tu sais, des fois, tu pourrais poster une story que tu penses qu'il n'y a aucun impact, mais quelqu'un va la regarder, puis malheureusement, ça va faire en sorte que tu peux perdre un contrat. Oui, exactement. À cause de ça. Puis tu sais, en même temps, je dis à personne de se dénaturer. C'était du genre à vouloir faire le party, cool, assume-le, tu sais. Puis là, sache qu'il y a peut-être certains chorégraphes qui vont moins vouloir travailler avec toi, puis d'autres qui vont vouloir parce qu'eux, c'est leur genre, puis ils te veulent dans leur équipe. Donc, c'est vraiment juste de savoir que tous les yeux sont sur toi, sur ta page digitale, ton CV digital sur Instagram. L'important, c'est de l'assumer, en fait. Oui, exactement. D'être authentique tout en assumant qu'est-ce que tu veux aussi. Puis les gens qui sont faits pour être avec toi vont être avec toi tant que tu restes authentique. Exactement. Puis, tu as mentionné tantôt justement que ta mère était très indépendante, qu'elle avait 3 emplois. C'est absolument admirable. Est-ce que tu étais enfant unique chez toi ou tu avais des frères et sœurs? On est 4. Donc, mais on a tout un 5-6 ans qui nous séparent une après l'autre. Donc, graduellement, là, c'est passé de 1, 2, 3 à 4. Moi et ma plus jeune sœur, on a 10 ans de différence. Quand même. Les 3 premières, on a le même père. Donc, c'était le même mariage. Puis après, c'était un deuxième mariage. Puis oui, c'est ça. Dans les premières années, ma mère est tombée enceinte très jeune.
Puis, ça a été difficile. Dans ce temps-là, tu sais, la mentalité, la génération, on était ailleurs dans la société, puis c'est aucune question. Tu te maries, voici tes enfants, c'est ta priorité. Puis là, c'est assez de jongler ça, là, tu sais, veux pas. Donc, c'était quand même quelque chose pour ma mère, de ce que je comprends. Puis, j'ai toujours eu un peu, justement, ben ce modèle-là de tout est possible, tu sais, même si des fois... Ma mère, c'est pas une femme de problème, c'est une femme de solution. Bien, on va trouver une solution. Il se passe telle affaire? Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On brainstorm, on pense à telle chose. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir l'avoir dans ma vie, qui m'a toujours encouragée, puis qui est ce genre de modèle-là de pensée solution. Ben oui. Ben, ouais. Honnêtement, il en faut dans la vie des femmes comme ça qui nous inspirent parce que, comme, tu sais, souvent, dans la société, on va avoir des modèles de réussite qui sont plus masculins. Puis c'est pour ça, dans les dernières années aussi, qu'en tant que femme, on veut briser les plafonds de verre, on veut aller plus loin. Ouais. Puis ça commence à changer parce qu'il y a des discussions qui se font, puis il faut intégrer les hommes là-dedans aussi. Mais il faut des modèles féminins pour inspirer les femmes à se dire « Moi aussi, je peux faire ça. Ouais. » Tu sais, si j'avoue à réussir, ça veut dire que moi aussi, c'est possible pour moi. Ouais. Puis souvent, je vois des personnes se comparer à ces personnes-là, puis d'être comme « Ah non, mais... » Tu sais, elle a eu quelque chose qui a fait en sorte que ça a été possible, puis moi, j'ai pas cette chose-là. Mais c'est pas du tout ça. Ouais. C'est que la manière dont tu vas voir les choses et les actions que tu vas prendre vont t'amener à un certain point, mais personne n'a la même histoire non plus. Mais non. Puis personne n'a le même parcours, donc c'est impossible de se comparer. Ouais. Puis si c'est possible pour l'une, c'est possible pour toi aussi. Absolument. C'est ce que j'aime partager aussi. Tu l'as dit, c'est en plein ça. Je pense à, on va dire, en tournée avec Beyoncé, qui était vraiment ma numéro 1, avec qui je voulais travailler. On était 9 filles, 11 filles, tout dépendant là, de la tournée et tout, mais je regarde à droite et à gauche, je regarde mes amies, les danseuses avec qui je suis, puis on est vraiment des femmes qui viennent de lieux, de pays, de cultures, de styles de danse différents, de studios différents, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est pas « Ah, tu dois faire exactement ce que j'ai fait pour te rendre à Beyoncé ». Non, 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 il y a plein d'outils que je vais te partager, mais chacun a son chemin, puis je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est suis ta flèche. Exact. Puis suivre son intuition aussi. Est-ce que toi, tu as commencé dans le monde... Ben, en fait, je vais te poser la question. On sait que tu as commencé dans le monde de la danse à 15 ans. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné la piqûre? Est-ce qu'il y avait des gens dans ta famille qui étaient là-dedans? Ouais, ouais. Moi, j'ai des photos, là, vidéos de... Je suis toute jeune. J'ai peut-être, je sais pas, 4 ans, puis je danse le cha-cha avec mon arrière-grand-père. Ouais, c'est ça. D'un party de famille, il y avait du rock'n'roll, du cha-cha. Tu sais, ça dansait beaucoup des danses sociales. Mes grands-parents ont fait de la danse sociale. Pour le fun, je pense qu'ils n'ont jamais compétitionné. Ma mère, même chose, aime danser, c'est naturel pour elle. Puis, ben moi, ça a été ma sœur, celle juste en dessous de moi, Marie-Ève, qui a commencé un cours de danse pendant que moi, j'ai commencé plus de la gymnastique puis un petit peu de danse sociale. Elle faisait une classe de ce qu'on appellerait la danse commerciale maintenant, ce qu'on voit dans les vidéoclips pop. Puis, dès qu'elle a commencé quelques mois plus tard, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire, là, c'est ça. Puis, je l'ai suivie, puis j'ai auditionné pour faire partie d'une troupe. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais oui, ça a toujours été dans ma famille. Même avant de prendre des cours de danse à 15 ans, avec mes voisines, on montait des numéros. Je me rappelle plugger ma radio dans les stationnements publics qui avaient comme des poteaux avec des plugs, tu sais. Je pluguais ma petite radio, là, je m'apprenais le Achy Breaky Dance, là, tu sais. Ça part de même. Donc, ça a toujours été pas mal présent. Là, c'était juste une question de finances, dans le fond. Rendu plus tard, en tant qu'ado, là, ma mère était comme « Go, vous voulez faire quoi? C'est possible. » C'est tellement le fun d'avoir des parents qui te supportent comme ça, parce que dans la vie, il y a tellement de parents que je connais, tu sais, qui veulent que leurs enfants soient avocats, médecins, puis qui poussent un peu. Ouais. Puis des fois, tu sais, t'as l'impression que c'est les rêves des parents qui n'ont pas nécessairement pu avoir, puis après ça, ils projettent ça sur leurs enfants. Ouais. Mais c'est pas nécessairement ce que les enfants veulent faire. Il y en a qui veulent se lancer dans la musique, il y en a qui veulent se lancer dans la danse. Fait que je trouve ça vraiment bien que ta mère, dès ton jeune âge, puis en tant qu'ado aussi, t'es poussée dans cette voie-là. Parce que 15 ans, quand même, c'est dans le monde du sport en général... C'est un peu plus vieux. C'est ça, exactement. Ouais. Comment t'as vécu ça en termes de... Bien, pour moi, c'était vraiment pour le plaisir au début. Je pensais vraiment pas carrière. C'était peut-être, le côté innocent de même pas savoir que c'est possible de vivre de la danse. Tu sais, ça s'est un peu manifesté quelques années plus tard, que j'ai commencé à rencontrer des chorégraphes, des profs qui parlaient de leur cheminement. Puis là, je me dis, attends une seconde, toi, t'es Canadienne, t'es déménagée à Los Angeles, t'as dansé pour Janet Jackson, Michael Jackson. Wow, OK, ça se fait, là, tu vis de la danse. Donc, au début, me lancer là-dedans, je me compare pas trop dans le sens que je suis pas en train de me dire, je suis en retard, parce que j'avais aucune idée que cet aspect-là existait.
Puis là, c'est quand je me suis rendu compte, là, vers les 17, 18, 19 ans, là, que c'est ça que je voulais faire. Bien là, OK, bouchée double, let's go, prendre le plus de cours possible, voyager un peu pour aller faire des conventions de danse ailleurs, au Canada comme aux États-Unis, là, pour pouvoir acquérir le plus de matière et de substances possibles pour m'avancer là-dedans. Mais oui. Puis en parallèle à ça, est-ce que tu étais aux études ou tu as vraiment juste fait, moi, je vais 100% dans la danse? J'étais à l'Université de Montréal en physiothérapie. Donc, c'est un peu relié au corps, tout ça, j'aimais bien ça. À ce moment-là, je pensais déjà côté danse, est-ce que c'est une carrière pour moi? Mais j'étais indécise, puis je me suis dit, tant que je peux faire les deux, tu sais, c'était vraiment un horaire chargé, là. C'est sûr que c'était intense, là. J'étais là toute la journée, puis après ça, soit j'enseignais ou je prenais des cours le soir. Mais tant que les deux me plaisaient, puis c'était possible, j'allais le faire. Puis c'est à mi-chemin de mon bac que là, mes amis avec qui je dansais ont commencé à faire des auditions pendant la journée, puis là, à booker des jobs, puis des comédies musicales ici au Québec, puis des shows de télé. Puis moi, je pouvais pas parce que je pouvais pas me rendre à l'audition, j'étais en cours. Puis c'est là que je me suis dit, OK, Kim, faut que tu prennes une décision parce que ça commence à te briser le cœur. Puis pour revenir à ma mère, qui est magnifique, puis elle dit, ben oui, absolument, lance-toi, moi, je suis là pour te supporter. Tu sais, il n'y a jamais eu de jugement. Ma mère, mes soeurs, toute ma famille, tu sais, ça a toujours été, ben oui, on est là, puis c'est mes number one fans là, qui sont là à tous mes shows, mes spectacles. Donc, c'est vraiment ça, je sais, j'ai tellement de gratitude. C'est pas la même histoire pour tout le monde de se faire encourager par sa famille, mais c'est ça, ça m'a permis de quitter l'université puis de me dire je me lance à 100%, puis je le regrette pas. Bien, j'espère, parce que vu la carrière que tu as eue, c'est absolument impressionnant aussi, là. Merci. Pour une femme qui a commencé à 15 ans, surtout, tu sais, on dit souvent quand t'es jeune ou tu vas aller dans n'importe quel sport, si tu commences pas, admettons, lorsque t'es en bas de 10 ans, ben tu iras jamais très loin dans le sport, tu sais. Ouais. Mais toi, tu as un exemple qui nous dit encore que c'est possible d'aller dans un sport, surtout la danse. Parce que je suis d'accord que c'est pas tous les sports que tu peux commencer à 15 ans puis te rendre aussi loin, du moins, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraînement derrière et ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de dédication pour se rendre loin. Puis ça, tu l'avais aussi. Puis tu parles justement du support que tu as eu, de la chance que tu as eu de ta famille qui t'encourage dans tout ce que tu fais. Puis ça me touche tellement honnêtement parce que moi, quand j'étais jeune, au départ, lorsque Juju était petite, j'étais passionnée par la musique. Je faisais du piano, j'avais de la guitare, j'adorais le chant. Et quand j'étais jeune, j'étais persuadée que j'allais devenir chanteuse. Avec le temps, ça a quand même changé. J'ai encore cette passion-là pour la musique. Je veux dire, pour moi, c'est ma vie. J'en écoute tous les jours. Si je peux en écouter tout le temps, je le ferais. Tous les styles de musique, je trouve ça tellement inspirant, voir des choses différentes aussi. Mais je sais que mes parents aussi m'auraient supportée dans peu importe ce que j'aurais choisi. C'est sûr qu'en tant que tel, par contre, ils voulaient que j'aille à l'université. Ça, c'est certain. Puis en tant que tel, vu qu'ils ont tellement investi dans mon éducation aussi, c'était certain que je voulais aller à l'université puis j'adorais apprendre. C'était tough, des fois, parce que j'avais pas toujours envie, mais je l'ai fait. J'ai fini mes études au HEC, puis c'est fini. C'était vraiment le fun. Mais félicitations. Merci! C'est ça, c'était en avril dernier. Puis là, justement, j'ai décidé vraiment plus de me concentrer sur mon podcast. Puis mes parents aussi sont 100% derrière moi. C'est mes plus grands supporters, si je peux dire. Mon père a été le premier quand j'ai dit que je voulais débuter mon podcast, en fait, au départ, je voulais de l'équipement. Puis il m'a dit, OK, mais tu loues ton équipement combien à chaque fois? J'ai dit, je pense que c'était autour de 70 $. Là, mon père était comme, OK, tu comptes faire combien d'entrevues? Là, j'étais comme, ben cette saison-ci, j'en ai 5-6. Puis il est comme, OK, mais c'est quoi le matériel que tu utilises? Fait qu'il est allé voir en ligne, il est allé voir les prix. Puis il était comme, ben ça va être plus rentable si je te l'achète en tant que tel. Donc, paye-moi sur 12 mois. Puis au moins, tu vas avoir l'investissement, puis tu vas avoir ton propre matériel, tu n'auras pas besoin de tout le temps aller louer. Fait que juste le fait que, comme j'ai eu ce support-là, j'avais tellement de gratitude, comme tu le dis. Puis c'est ça qui me pousse aussi à me donner tellement dans mes projets parce que je veux que ça fonctionne, parce qu'il y a aussi des gens derrière moi qui m'encouragent, qui croient en moi. Ben oui, tellement. Ça fait toute la différence, ça. Go, papa! Puis tu sais, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas ça nécessairement avec leur famille ou leurs proches, tu sais, moi, j'encourage toujours les gens, fais-la ta famille. Exactement. Si c'est pas eux, est-ce que c'est une mentor? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est... je sais pas, ton ancienne gardienne, une professeure à l'école, mais tu sais, de venir chercher ce support-là, c'est tellement important de s'entourer de bons gens qui te relèvent quand tu tombes, qui croient en toi, qui te rappellent à quel point t'es merveilleuse quand tu l'oublies. Ça fait toute la différence. Avoir le support system, justement, qui t'encourage. C'est ça, comme tu dis, ça peut vraiment être n'importe qui, ça peut être ton ami, ça peut être... si c'est pas ta famille en tant que telle, tu sais, tu l'as créé ta famille à un moment donné. Tu rencontres des personnes qui sont incroyables, puis toutes les personnes que tu rencontres forgent ton parcours en quelque part. Donc, à la fin, tu peux décider si tu veux les garder ou tu veux pas les garder. Parce que comme j'aime beaucoup le dire aussi,
t'es la moyenne des 5 personnes Ouais. avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, donc choisis-les bien. Oui, absolument. Ah, c'est important, ça. C'est un exercice qu'on fait dans mon programme. Ah oui? Oui. Nomme-moi, vas-y, pas tes 5 amis préférés. Ouais. Avec qui tu passes le plus de temps, là, physiquement, 24 heures sur 24. Puis Ouais. c'est se poser des questions sur, tu sais, qu'est-ce que tu amènes à la relation? Qu'est-ce que cette personne-là amène à la relation? Puis après ça, comment vous passez votre temps? Ça, c'est intéressant aussi à se demander, tu sais. Si tu finis par réaliser, ah oui, je l'aime, ma meilleure amie, mais tout ce qu'on fait, c'est on parle dans le dos d'autres mondes, ou on chiale, ou on n'est pas content. Ou tu sais, là, tout coup, tu vois, ah, c'est peut-être un peu plus négatif. Ouais. C'est ce que je pourrais m'entourer de quelqu'un qui parle d'idées et non de personnes, tu sais. Ben, Ouais. c'est ça. Puis moi, toutes mes amies aujourd'hui, littéralement, mes amies, je les adore du plus profond de mon cœur. Puis je sais que c'est des personnes avec qui on a des discussions qui sont riches. Tu sais, on se motive les unes les autres. Ouais. Quand on sort d'une conversation, chaque fois qu'on se voit, on est comme « Ah, je suis tellement motivée à aller faire tel projet. » Ou, tu sais, cette idée-là que tu m'as dite m'a tellement poussée à faire le move que j'avais peur de faire. Fait que... Ah, c'est un cadeau, Ah, ça. tellement, Ah, là. ouais. Comme, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus aussi. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais une fois que tu es capable de mettre tes limites et Ouais. que tu réalises comment certaines personnes t'influencent pour le meilleur ou pour le pire, Ouais, après ça, tu peux faire le choix de les garder ou t'en aller dans une autre direction. absolument. Mm. Ouais. Puis ça me fait penser aussi, justement, tu parlais des gens qui t'ont supporté, de ta famille, qui ont toujours été là pour toi. Mais est-ce que dans le monde de la danse, il y a quelqu'un qui a été cette personne-là qui t'a encouragé puis qui t'a un peu, justement, donné du mentorat par rapport à ce milieu-là? J'en ai plusieurs, je te dirais. Tu sais, j'ai eu plusieurs professeurs, dont Sonia Clark, que tu as reçu première saison. La fabuleuse Sonia. Oui, qui était mon prof de technique, donc de jazz, de contemporain. Puis pour moi, c'était nouveau. J'ai commencé dans le commercial, dans le hip-hop. Très rapidement, se sont installées des insécurités. J'ai pas des beaux pieds pointés, je suis pas flexible, je suis pas capable de kicker ma jambe jusqu'à ma tête comme plein de danseurs. Tu sais, est-ce qu'il me manque de quoi? Puis elle a vraiment été une femme extraordinaire qui, dans le moment, tu t'en rends pas compte. J'apprécie ce qu'elle fait, puis je travaille fort, puis j'y vais. Puis là, tu regardes en arrière, puis tu dis « Wow! » Quelle différence, tu sais, elle m'a vraiment appris à célébrer mes forces. Donc oui, j'ai mes faiblesses, puis je vais jamais être capable de kicker ma tête avec ma jambe, tu sais, ou en tout cas, ça a été difficile pendant les années que j'ai essayé, ça s'est pas rendu, disons. Mais me félicitait d'être à l'heure, de travailler fort, d'être dans le coin en train de pratiquer pendant que les autres peut-être étaient sur leur cellulaire ou en train de tu sais, placoter ou quoi que ce soit. Puis après ça, en me félicitant, en me disant, je veux t'engager, j'ai un projet, j'ai un industriel qui s'en vient, j'aimerais ça que ce soit toi. Puis là, ah, pour vrai, mais je sais que techniquement, je suis pas la meilleure danseuse là, dans la classe, mais tu me choisis moi, tu sais, pour d'autres raisons. Puis ça m'a beaucoup aidé, puis c'est ça que j'essaie d'enseigner le plus possible à ma gang, aux membres de ma communauté. Parce que, puis moi, je le revise souvent aussi, tu sais, c'est quoi mes faiblesses, puis les accepter comme elles sont. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Oui, définitivement. Mais après ça aussi, de regarder ses forces, puis dire, je vais miser là-dessus. Tu sais, je suis peut-être pas la meilleure danseuse techniquement côté classique, mais je sais performer, je vais miser là-dessus, de te raconter une histoire, tout ce qui est éthique de travail. Tu vas être très fière de m'avoir sur ton équipe, je vais être super professionnelle, je vais être à l'heure, je vais faire mes affaires, je vais te répondre à ton courriel super rapidement. Tu sais, il y a ce côté-là aussi qui compte. Puis des fois, on oublie ça parce qu'encore une fois, on revient à l'artiste, la danseuse qui aime danser, mais si tu veux en faire une carrière, c'est plus que ça. Donc, oui, pour venir à ta question, à travers les années, il y a eu Sonia, il y a eu plein d'autres profs, mentors qui ont été là pour moi, ma famille, bien sûr. Puis quand je parlais tout à l'heure d'une femme qui dansait avec Michael Jackson, Janet Jackson et tout, une Canadienne, elle s'appelle Kelly Kono. Puis elle est plus dans l'ouest du Canada. Puis elle avait une convention avec sa sœur et une amie qui s'appelait Triple Threat Dance. Puis... c'est en allant à cette convention. Ouais. C'était vraiment grand dans le temps. Ça se passe encore. C'est un peu plus petit. Je pense qu'il reste plus dans l'Ouest maintenant, mais il venait à Toronto, il venait à Montréal. Puis c'était toute une convention. Puis même ça, tu sais, c'est une femme que je nomme comme mentor, même si on n'avait pas une relation où on se parlait chaque semaine. Mais elle a joué un grand rôle de modèle de c'est possible, tu sais. Ouais. Tu dis plusieurs choses qui me font penser à plein de choses, en fait. Mais la première dont tu as parlé, le fait que tu sois toujours à l'heure, que tu sois en train de pratiquer pendant que d'autres personnes étaient peut-être en train de parler. Ouais. J'ai déjà entendu une phrase, je peux pas dire qui l'a dit, mais que la discipline va toujours être plus forte que le talent. Ça, je pense que tu es un bon exemple de ça, parce que tu as tellement donné. Ouais. Comme tu disais, tu n'étais peut-être pas celle avec la meilleure technique, mais tu étais celle qui se donnait le plus dans son travail. Puis tu étais tellement focusée là-dessus que c'est sûr qu'à un moment donné,
t'es la personne de rêve avec qui travailler parce que tu sais que tu vas mettre l'effort pour y arriver. Ouais. T'es discipliné, t'es professionnel, t'as de la classe. Donc, t'es le genre de personnes avec qui ils veulent travailler. Donc, c'est pas tout avoir les compétences, faut aussi livrer cette performance-là de manière professionnelle. Ça, tu l'avais. Puis, t'as aussi parlé de tes faiblesses, justement. Puis moi, ça a toujours été un défi pour moi, comme pour tout le monde, en fait, parler de ses faiblesses, tu sais, comme ça nous rend pas fiers nécessairement. Mais moi, ce que j'ai trouvé qui m'a aidé, c'est qu'au lieu de dire le mot faiblesse, moi, je dis que c'est mes points d'amélioration. Ah ouais. Fait qu'au lieu d'être juste une faiblesse, qui est comme un point négatif que tu peux pas nécessairement travailler dessus, je le sais quels sont les points que je dois travailler. Donc, je dis que c'est des points d'amélioration. Ben oui, j'adore. Puis après ça, je peux mettre comme un petit... Comment est-ce que je peux m'améliorer? Quelle action que je peux entreprendre? Puis ça me motive plus que juste dire « Ah, ben c'est une faiblesse, je suis comme ça. » Ouais, tellement. Il y a tellement de choses qu'on peut travailler. Il y en a, tu sais, on va dire, on parle du physique. J'ai des petites jambes. Ah oui, dans une autre vie, j'aimerais ça avoir des longues, grandes jambes. OK, peut-être. Mais oui, c'est vrai, il y a tellement d'attributs, de traits de personnalité qu'on peut travailler, qu'on peut développer. Il y a tellement de mentors. Ces temps-ci, là, tu vas sur YouTube, tu peux apprendre n'importe quoi. Tellement. Certifications en ligne, tout ça. Là, il y a des façons de s'améliorer. Puis comme tu dis, devenir, c'est ça, travailler ses points de... Comment t'as appelé ça? Des points d'amélioration, c'est ça. Ouais. Faire de l'introspection aussi en tant que tel. Ouais. Moi, ce qui m'aide, je sais pas si tu le fais aussi, mais du journaling. Oui. J'en parle tout le temps à tout le monde. Je suis comme, journal! Je pense que je t'ai écrit l'autre jour aussi, d'ailleurs, sur Instagram. Je pense que t'avais parlé d'un cauchemar que t'avais fait. Puis j'étais comme, tu devrais essayer de journal, genre, par rapport à ça, puis voir qu'est-ce que ça aurait pu, tu sais, amener dans son subconscient. Ouais. Est-ce que t'as déjà repassé à travers des vieux journaux? Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai fait un ménage de ma chambre il y a pas longtemps et j'avais gardé tellement de choses de quand j'étais jeune. Ouais. Et je regardais des dessins que je faisais, des journaux que j'avais et je suis tombée sur mon journal de secondaire 1. Oh là là. C'était tellement gênant, mais tellement drôle en même temps parce que tu relis que c'était écrit, t'es comme... Je peux pas croire que je pensais comme ça. Ouais. Puis après ça, en rétro... Tu sais, je veux dire, oui, quand j'étais en secondaire, je pense que j'avais quoi? Secondaire 1, je devais avoir 11-12 ans. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'en avais au primaire, là, puis c'était... Je pense que je parlais juste de petits gars. Tellement. Fait que là, aujourd'hui, Maxime, il me parlait en classe, tu sais, genre... N'importe quoi, pas vraiment de grosse substance, mais ça fait tellement du bien, tu sais, juste, justement, c'est fait pour ça, je pense, un journal. Il faut pas qu'il y ait de jugement. Écris ce qui te vient, puis ouais, moi, j'aime beaucoup cet exercice-là. Exact. Puis en tant que tel, justement, tu parlais de toi, tes journaux primaires, puis... J'ai beaucoup lu sur le Inner Child Healing en tant que tel depuis un petit moment. J'ai l'impression que relire ces journaux-là, ça te replonge un peu là-dedans, puis de voir la personne qui t'étais avant, puis de penser, chaque fois, justement, par rapport à ça, chaque fois qu'il y a, admettons, j'ai une pensée qui est un peu plus négative par rapport à moi-même, je pense à Juliette de 4-5 ans, je me dis, est-ce que cette fille-là mérite de se faire parler comme ça? Ouais. Non. Absolument, je suis tellement d'accord. Fait que je change ma pensée, puis je me dis que c'est un moment plus difficile, c'est peut-être quelque chose que j'ai moins aimé, mais ça veut pas dire que je suis moins bonne ou que quoi que ce soit. Mm-hmm. Oui, je pense souvent à, tu sais, la petite voix interne, on l'a toute, là, on se parle 24 heures sur 24. Si cette petite voix-là était ta meilleure amie, tu sais, ça vient, elle s'assoit sur le lit puis elle chill avec toi. Si tout d'un coup, elle disait, tu sais, Kim, en passant, t'es grosse, puis penses-tu vraiment aller à l'audition puis te faire choisir? On va jamais te choisir, t'es pas assez bonne, tout ça. Je veux dire, ça serait pas ta meilleure amie, là. Non. En tout cas, je l'espère, sinon peut-être recalcule certaines choses. Change de meilleure amie. Faire quelques changements, oui, c'est ça. Mais c'est ça, on peut être vraiment notre pire ennemi. On est super rapide à complimenter les gens autour de nous. Mais même, puis même quand on reçoit des compliments des gens autour de nous, c'est « Ah, mais non, arrête donc. » Tu sais, « Ah, t'es super belle, j'aime ce que tu portes. » Ah, on déflecte, tu sais. Ben, toi aussi. Ah, tu sais, c'est... Tellement. T'es pas à l'aise de recevoir des compliments. T'es comme « Mais who am I to get this? » Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tout ce qui est confiance en soi, là, tu sais, ça a été vraiment, j'ai réalisé quand on me demande, tu sais, les clés de mon succès ou Kim, qu'est-ce qui t'a aidé, ça a été de bâtir ma confiance en soi, de vraiment croire en moi-même puis de devenir ma meilleure amie. Puis ça sera jamais parfait, là, c'est une pratique d'une vie, là, tu sais, ça m'arrive encore, je passe devant le miroir puis je me juge ou je pense à telle affaire que j'ai dit puis je trouve que je suis nounoune puis j'ai manqué de tact ou en tout cas, peu importe, là, tu sais, mais c'est de revenir à, hey, tu sais, à la fin de la journée, est-ce que ça te sert, est-ce que ça t'aide de te descendre autant ou t'es mieux de t'aider, de t'encourager, de te donner un compliment dans le miroir, tu sais? Oui. Ben c'est ça, puis ça a été la même chose pour moi. Moi, c'est plus en 2020, justement, pendant la pandémie. Ouais. Tout s'est arrêté, comme le monde a arrêté de tourner, comme on le disait. Puis avant, tu sais, moi, je pense que je travaillais 30 heures par semaine, j'avais l'école à temps plein, je sortais tout le temps. Au HEC, on a une culture de classe très, très intense, donc je sortais très souvent. Puis
à l'époque, j'étais pas bien par rapport à moi-même, tu sais, genre, je m'aimais pas, je trouvais que j'étais pas assez bonne, je savais pas où est-ce que je m'en allais, j'avais pas de passion, puis je voyais toutes mes amies s'en aller dans leur parcours respectifs, tu sais, comptabilité, médecine, microbiologie, informatique, puis là, moi, je me reculais, puis j'aime le HEC, j'ai eu du fun au HEC, mais j'ai su que c'était pas nécessairement ce que je voulais faire plus tard. J'avais de l'intérêt pour... Ouais. Ça m'intéressait, mais j'étais vraiment perdue par rapport à ça. Puis, il y a une coach sur Instagram que je suivais à l'époque qui a lancé un programme de groupe qui était pour se remettre en forme. Puis, il y avait un plan alimentaire, je pense aussi. Puis, à l'époque, j'étais un peu en heartbreak. Comme il y avait un gars que j'aimais bien qui m'avait laissé tomber. Puis là, j'étais comme... Ah! Et donc, quand j'ai vu ce programme-là, j'étais comme, OK, je veux me remettre en forme. Je suis tannée de me sentir vraiment comme la merde. Ouais. Et... je me suis inscrite au programme. Puis il y avait une partie aussi dans le programme qui était vraiment par rapport au développement personnel, confiance en soi, discipline, mindset. Puis quand je suis tombée là-dedans, que j'ai vraiment commencé à faire le travail, je suis tombée en amour avec le processus. Parce que justement, ça m'a tellement fait réfléchir par rapport à moi-même. Puis littéralement, j'étais enfermée dans ma chambre. Je pouvais pas aller nulle part. J'avais pas j'avais des amis, mais je pouvais pas les voir, je pouvais pas sortir. J'avais quoi d'autre de mieux à faire? Exactement. Donc, quand j'ai pris ce temps-là pour vraiment m'asseoir avec moi-même puis réfléchir sur qui est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux, c'est littéralement là que j'ai compris j'aime tellement ce travail, puis j'aime tellement en parler avec les autres, puis c'est pour ça que j'ai débuté le podcast aussi, puis que je m'en vais vers cette voie-là de développement personnel, c'est que je trouve ça tellement important d'en parler parce que ça change ta vie, puis comme tu le dis, au départ, tu te parlais négativement, puis tu te rabaissais, mais à quoi ça te servait? Puis justement, moi, ça m'amène à ma question, parce qu'on s'entend, tu t'es rendu très, très loin dans ta carrière. Tu as dansé avec Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez, Dua Lipa. Puis, est-ce qu'il y a un certain moment où toi aussi, ça a comme été un light bulb moment où tu t'es dit, en ce moment, j'ai vu une différence dans ma confiance en moi-même versus à un autre moment où j'étais auparavant? Je pense que ça vient en vague. Je pourrais pas dire d'un... Puis ça serait peut-être là que ce serait intéressant que je retourne dans mes journaux, voir s'il n'y a pas un moment qui a été écrit. Mais en général, tu sais, je pense que c'est l'environnement dans lequel je suis, c'est la nouvelle expérience, c'est sortir de sa zone de confort, tu sais. Puis on dirait qu'à chaque fois que je montais un nouvel étage, que je me rendais ailleurs, on dirait que tu reviens un peu à est-ce que, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est ça fait peur, est-ce que j'ai rapport ici, j'ai-tu ma place, tout ça. Donc, c'est sûr que, je te dirais, quand je déménageais aux États-Unis, à Los Angeles, en 2011, là, ça a été vraiment quand même un gros coup, là, tu sais, la différence entre ici, mon cocon, Montréal, ça va bien. Tu sais, l'aspect d'auditionner n'est pas super... présent ici à Montréal. On essaie tranquillement pas vite, plusieurs chorégraphes, de changer ça un peu puis d'avoir le plus d'auditions possible parce qu'on veut laisser la chance à tout le monde de se présenter. Mais c'était beaucoup du direct booking, comme on dit. Okay. Donc, tu te fais appeler par la chorégraphe. Kim, t'es-tu disponible cette semaine? Parfait, t'embarques sur tel projet. Fait que t'avais moins à te prouver, entre guillemets, dans le sens que on te faisait confiance, on te connaissait, puis t'embarquais sur un nouveau projet. Je déménage à Los Angeles, puis c'est audition après audition, casting après casting, soumission après soumission. T'es toujours en train d'essayer de te prouver. C'est très intense. Puis les premières auditions, je me rappelle, j'étais sous le choc. Là. On était 600, 700, 800 filles, là, puis on cherche 2 et on cherche 4. C'est toute une autre game. On est ailleurs. T'sais. Fait que là, c'est là que ça a vraiment... tout ce qui est confiance en soi, être son pire ennemi, c'est sûr que tu retombes, on dirait, dans l'ancienne Kim, de juger, puis qu'est-ce que tu fais là, puis voyons donc. Mais, ça n'a jamais été un « OK, ben écoute, je lance ma serviette à terre, puis c'est fini, puis je retourne, je déménage à Montréal. » Il y avait quand même toujours en dedans de moi le « Non, persévère, t'es capable, il faut que tu reviennes encore plus en force. » Kim commence à nommer sur papier ce que t'aimes de toi, puis à te donner ces compliments-là, puis à se créer des affirmations, comme on peut dire, des mantras. Je suis quand même assez big là-dedans, là, d'encourager tout ce qui est affirmation. Fait que, je te dirais pas qu'il y avait un moment spécifique, mais c'est vraiment venu être renforcé par mon déménagement à Los Angeles parce que là, l'environnement était complètement différent. Veux pas, j'ai 25, 26 ans, puis je recommence à zéro en tant que réputation. J'avais tout ce qu'il fallait ici. C'est pas comme si ça fonctionnait plus. Je trouvais juste que j'avais atteint un plateau. C'était bien, mais c'était moins motivant, puis j'avais le goût d'aller chercher autre chose. J'avais Beyoncé en tête, bien sûr, puis d'autres artistes, puis c'est ça. Fait que Los Angeles, c'était le déménagement à faire, mais ça a été quand même difficile au début. J'appelais ma mère à chaque jour. Mais oui. Chaque jour, j'appelais ma mère. « Maman, voici ce qui se passe, puis c'est dur, puis ci, puis ça. »
Je me souviens, j'ai fait une audition, une de mes premières auditions, c'était pour du go-go dancing. Fait que du go-go dancing, c'est, pour ceux qui ne savent peut-être pas, tu sais, quand tu vas dans des clubs, puis tu vois des podiums, puis qu'il y a des danseurs qui font un peu de l'improvisation toute la soirée, c'est ça. Moi, j'en ai fait des jobs de go-go dancing à Montréal. Tu commences un peu là quand tu n'as pas encore tes vrais jobs professionnels sur des plateaux de tournage ou quoi que ce soit, ou dans des compagnies ou quoi, ben ça, c'est quelque chose qui est un peu plus facile. Tu rentres facilement, puis tu fais tes petites heures par-ci, par-là pour faire de l'argent. Fait que moi, j'étais super confortable. Vas-y, mets-moi sur un podium, je vais te danser pendant 1h30 sans problème, là, tu sais. Fait que là, il y avait un gros club à Los Angeles, puis il y avait une grosse audition pour avoir des danseurs et des danseuses go-go dancers. Je me rends là-bas, on me coupe à la première ronde. Je me rends même pas à la deuxième. Ben non. Là, ça a été un choc. Là, je comprenais pas. Attends, si je suis pas capable de même passer première étape pour quelque chose comme du go-go dancing, comment est-ce que je vais faire pour me rendre jusqu'à la fin pour du Beyoncé ou du Jennifer Lopez ou peu importe? Fait que ça a été difficile, tu sais, mais des coups durs de même, il y en a eu un après l'autre dans mes débuts, tu sais, puis à travers ma carrière aussi. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment continuel, la confiance en soi, de toujours revenir dessus, puis venir la protéger, puis s'occuper d'elle, puis la nettoyer, puis là, tu sais, comme ton petit objet précieux, puis après, des fois, il y a un autre crack, il y a un autre bobo, puis tu reviens, tu repasses à travers, là. Ouais, ben c'est ça, c'est un travail vraiment constant, puis justement, moi, dans les dernières semaines, je l'ai tellement vu. J'étais à un niveau, j'étais vraiment, ma vie allait bien. Man. Depuis des semaines, j'étais comme, je suis vraiment heureuse par rapport à ce que je fais, j'aime avec qui je suis entourée. Et là, dans les dernières semaines, là, ma vie a comme tellement crash en une semaine, j'ai fait comme, OK, c'est là où je suis rendue. Je pense en 3 ans. Moi, je suis pas une fille qui pleure beaucoup dans la vie, en général. Je pense que j'ai plus pleuré en 1 semaine et demie que j'ai pleuré en 3 ans. Puis, autant c'était difficile, ce que je me disais, c'était comme, OK, c'est tough en ce moment, faut que je me laisse vivre mes émotions. Ouais. Puis ça, des fois, j'ai encore de la difficulté à le faire, mais là, j'étais comme, OK, je vais dans ma chambre, je vais prendre un moment, comment est-ce que je me sens en ce moment, puis genre, sans jugement. Ouais. Fait que je suis pas en train de penser à pourquoi est-ce que je me sens comme ça, je veux juste ressentir mes émotions. Puis c'est drôle ce que tu dis, parce que justement, tu sais, t'as fait ton audition de go-go dancing, tu dis que tu l'as pas eu. Ouais. Mais moi, ce que je me dis, et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en général, l'univers, ou peu importe comment tu vas appeler ça, la vie, te teste pour savoir si t'es prête à passer au prochain niveau, puis ce que tu veux vraiment. Fait que, tu sais, toi, ton but, c'était d'aller travailler avec les plus grands artistes de ce monde en ce moment. Puis j'ai l'impression que tout ce parcours-là, tous les petits hiccups que t'as eu, c'était pour savoir, OK, mais est-ce que t'es vraiment prête à donner tout ce qu'il faut pour avoir ça? Ouais. Fait que... Je comprends tellement. Il y a un mime, je sais pas si tu l'as déjà vu passer, c'est comme un dessiné. C'est quelqu'un qui est comme dans une genre de taverne ou une grotte. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y a l'or, il y a tous les trésors de l'autre bord, là, tu sais, le mur est mince, puis il y en a qui revirent de bord, puis il y en a qui continuent, puis c'est dans ces moments-là plus difficiles. Fait que oui, je me rejoins à ce que tu partages. Tu sais, c'est vrai que c'est ça. Tu sais, la vie va te tester d'une façon ou d'une autre. Des fois, il faut que tu prennes des plus gros sauts dans l'inconnu qui font peur, mais c'est là que tu es en train de dire hey, je suis prête, j'en veux plus, je suis vraiment prête à passer au prochain niveau. Exact. J'aime aussi dire, tu sais, puis ça, c'est une amie qui m'avait parlé de ça, que je me suis attachée à ce mantra-là un peu. Rejection is protection ou rejection is redirection. Ouais. Tu sais, des fois, on veut quelque chose vraiment, vraiment, là, tu sais, on l'a, puis on en rêve, puis après ça, tu finis par pas être choisi, on va dire, mais là, t'entends parler du fait que ça a été cancellé ou ça s'est pas bien passé ou les danseurs ont jamais été payés. Hey, ça m'est arrivé des affaires de même, puis je me suis dit, OK, on me protégeait à quelque part, là, tu sais. Fait qu'il faut faire confiance à la vie. C'est difficile dans le moment présent quand tu reçois le non ou le on ne veut pas. Là. Exact. Mais il y a toujours une raison, moi, je pense. Il y a une façon de se faire guider à droite et à gauche pour se rendre à une autre belle porte qui va s'ouvrir. Ben c'est ça. Puis c'est drôle que tu dises rejection is redirection. Puis dans le sens, le rejet est une redirection pour traduction libre française. Ouais. Mais quand, justement, toutes ces choses-là sont arrivées, desquelles je parle il y a quelques semaines, j'ai fait une story Instagram qui était exactement ça. Rejection is redirection. Donc, je trouve ça tellement vrai. Puis dans le moment, là, ça fait tellement mal. Ouais. Puis t'es comme, pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi est-ce que tout arrive en même temps? Des fois, il n'y aura pas de raison. Des fois, il y a des événements qui vont arriver qui sont juste vraiment chiants. Ouais. Puis qui n'ont aucune raison d'être. Mais dans les moments de la vie où t'es plus comme, mais comme... c'est difficile, je vois les autres avenues, mais je comprends pas pourquoi ça devait m'arriver maintenant. C'est là que j'ai l'impression que ça te force un peu à aller dans la direction que peut-être tu repoussais un petit peu ou que t'avais peur de prendre. C'est genre, non,
J'ai pris la décision pour toi, tu y vas maintenant. Ouais, c'est ça. Ça se passe. Ouais, je pense, est-ce que c'était Oprah qui disait dans une entrevue, tu sais, la vie, elle a une façon de un peu essayer de te secouer ou te montrer le droit chemin. Puis des fois, ça commence avec une petite pichinotte, tu sais. Après ça, c'est un coup derrière la tête. Après ça, c'est une brique, là, tu sais. C'est comme, allô, réveil, là, j'essaie de te montrer le chemin, là. Ouais. Fait que des fois, c'est ça. Des fois, c'est un gros non ou c'est, tu sais, une déception, mais qui arrive après pour sa raison. Oui, définitivement. Puis justement, écoute, on parle des auditions que tu n'avais pas eues, mais maintenant, en termes des auditions que tu as eues. Ouais. Donc, par rapport aux grands artistes avec qui tu as travaillé, est-ce qu'il y a une tournée en général que tu as vraiment... Je sais que Beyoncé, c'est ton idole en tant que telle, mais est-ce que tu dirais que ça a été ton expérience préférée dans le monde de la danse ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? C'est sûr qu'il y en a eu plusieurs. Beyoncé, je pense que avec pas les attentes, mais les rêves que j'avais. Je me suis dit, que ça serait le fun. Puis ça a été vraiment une longue démarche. De la première fois que j'ai auditionné pour elle à quand j'ai enfin travaillé pour elle, c'est écoulé, je pense, 6 ans et demi. Donc, ça s'est pas fait comme ça. Wow. J'étais encore à Montréal quand j'ai entendu parler de sa première audition qui s'est passée à New York. On était une couple d'amis, on s'est rendu en autobus voyageur pour se rendre à l'audition. J'ai pas été choisie. Pour ensuite déménager à LA des années plus tard, refaire une autre audition où j'ai eu le plaisir d'auditionner pour elle, pour son nouveau show qui s'en venait. Puis là, on me gardait, ronde après ronde. Ça a duré quelques jours. On a appris plein de chorégraphies. C'était incroyable. Puis moi, j'étais excitée, puis je donnais tout ce que j'avais. J'étais dans les 13-14 dernières. Je me sentais bien, là. Là, c'était le temps de le faire, genre une à la fois pour les caméras. Puis j'ai tout donné, puis je me suis dit, OK, je pense que c'est celle-là, tu sais. Puis j'appelle mon agente quelques jours plus tard, puis elle dit, je suis désolée, tu sais. Tu l'as pas eu. Fait que là, j'étais dans les 3-4 qui l'a pas eu parce qu'il en cherchait 10. Mais c'est ça. Fait que ça pince, tu sais, mais c'est une chose après l'autre. Fait que bref, tout ça pour dire que je pense que ça a été le processus d'audition le plus marquant pour moi. Ça a été celui de Beyoncé parce que c'est sur quelques années. Tu t'espères, tu continues, tu persévères. Puis en même temps, c'était vraiment mon rêve de jeune fille. La première job que j'ai faite avec elle, c'était le Super Bowl en 2013, qui était incroyable comme projet, comme opportunité. Mais moi, j'avais en tête de toujours performer à travers le monde avec elle. De revenir à Montréal, là, puis d'être devant mon monde, puis d'être avec elle. C'était vraiment ça mon rêve. Puis même ça aussi, je me suis donnée pendant les répétitions du Super Bowl en espérant, parce qu'il y avait comme une rumeur qui passait, là. On cherche secrètement quelle danseuse va commencer à répéter pour sa tournée dans 2 semaines. Oh my God. Fait que là, je me donnais le rouge à lèvres, les fossiles à chaque répétition. Tu sais, toute l'éthique de travail dont je parlais. Là, exact. Là, j'étais à 1000%. Là, du coup, j'arrive d'avance, je répète, je touche pas à mon sel, pour faire une bonne impression puis montrer à quel point c'était important. Puis j'étais sérieuse. Puis, c'est ça. Après Super Bowl, ça s'est super bien passé. On retourne ça, c'était en Nouvelle-Orléans. Fait qu'on retourne à Los Angeles. Puis, j'appelle mon agente à chaque jour. Puis, on s'est décidé, non, pas encore. Là, après, oui, une telle a été contactée. Une telle aussi. Fait que là, t'attends. Là, j'attends. Là, la liste, elle commence à se faire, là, des danseuses qui vont partir avec elle pour après ça lui parler quelques jours avant le début des répétitions à New York. Puis désolée, Kim, tu l'as pas eu. Puis OK, mais encore une fois, je suis fière de moi, tu sais. Je me dis, un non, c'est pas un non final. Si tu veux pas que ce soit un non final, continue. Tu sais, si tu le veux vraiment, vas-y, pousse et pousse. Tu es toujours un peu plus près de ton but. Je veux pas. Au début, j'ai été coupée tout de suite. Après, j'ai été dans les 13-14 dernières. Là, j'ai eu la job, on m'a considérée, mais je l'ai pas eu. Mais pour après, quelques heures plus tard, recevoir un courriel, puis elle disait, la liste a changé, ton nom est dessus, fais tes bagages, tu s'en vas à New York demain. Ah! Oh my God! Ouais, j'ai des frissons. Ah ouais, j'ai capoté, j'ai sauté, j'ai reskypé ma mère dans ce temps-là, c'était Skype, tu sais. J'appelle ma mère, laisse faire ce que j'ai dit, ça se passe, là, je pars, là, je capotais, là, c'était vraiment... Fait que, tu sais, parce que c'était... Puis c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est un processus plus difficile, mais ça goûte meilleur à la fin. Absolument. Cette victoire-là, tu sais. Fait que des fois, on aurait le goût que ça se passe de même en 2 secondes, qu'on se réveille demain, puis on est en train de faire le grand rêve qu'on a en tête. Puis je sais que c'est dur quand c'est non, puis c'est rejet, puis c'est difficile, puis on retrouve le chemin, puis tu sais, mais ça fait qu'après ça, la victoire, elle goûte vraiment, vraiment bon, puis tu te sens encore plus fière de ce que tu as accompli. Bien, définitivement. Puis, tu sais, le fait que tu dises qu'au départ, tu pensais que tu l'avais pas eu, puis t'étais comme, qu'est-ce que je vais réessayer, je me laisse pas abattre, puis que finalement, c'est quelques heures après que tu as eu la nouvelle ou c'était quelques jours après, finalement? Entre le fait que c'était pas possible, puis c'est ça, c'était la même journée, là. Ouais. Littéralement, je pense que... je veux dire, je peux pas comprendre ton sentiment, parce que je l'ai pas vécu, mais je peux l'imaginer, et
j'ai des frissons. Je pense que j'aurais pleuré de joie. Est-ce que tu as pleuré de Oui, joie? ouais. J'ai pleuré, j'ai dansé autour de mon salon, je capotais. J'étais toute seule à la maison. J'allais rechercher mon chum dans le temps, Vincent, qui est mon meilleur ami maintenant. Ok. J'allais le chercher, je pense qu'il était en répétition. Puis là, dès qu'il arrive dans la voiture, tu sais, je stationne la voiture, je pars pas tout de suite, je le regarde, je suis comme, devine quoi? Il est comme, non! Je suis comme, je m'en vais en tournée! C'était vraiment, ouais. Ça, est-ce que c'était ta première tournée? J'avais fait une tournée, j'avais fait quelques tournées avant. Une tournée avec Shooting qui Dance Canada, au Canada, avec le show. Après ça, Chantal Chamandi, qui est une artiste montréalaise, mais aussi égyptienne, qui s'était promenée, avec qui on faisait un spectacle dans quelques villes aux États-Unis, au Canada. Et en Égypte, on a fait un show avec elle. Après ça, il y avait Nicole Scherzinger qui était dans les Pussycat Dolls, avec qui ça aussi, ça a été, je te dirais, mon moment genre de I Made It là, à Los Angeles. Oui. C'est quand j'ai décidé de me présenter à l'audition, même si je n'avais pas été officiellement invitée par l'agence et tout. Je me suis dit, je m'essaye. Puis c'était un vidéoclip que j'ai booké qui s'est transformé en ma première performance à Ellen DeGeneres, à So You Think You Can Dance US, à American Idol, parce qu'elle a performé son single. Puis après, on est parti en tournée en Europe. Mais Beyoncé, c'était ma première tournée mondiale, tu sais, de vraiment autant de dates. Je pense qu'on a fait la première année, tu sais, 187 shows. Tu te promènes un peu partout, puis tu sais, ça a vraiment été... la grosse affaire. Puis revenir, comme je mentionnais, à Montréal, au Centre Bell. Ah, ça devait être incroyable. Devant ma famille, mes amis, mes profs, Sonia. Tu sais, tout mon monde qui était là pour moi, puis de me dire, aïe, aïe. Puis en plus, pour Beyoncé, là, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est l'une des plus grandes icônes de la musique d'aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi... Je veux dire, j'ai grandi en écoutant Destiny's Child, puis, tu sais, c'était vraiment... C'était la musique pop qui fait bouger, elle a plein de chorégraphies, elle est super woman empowerment, c'est le genre de femmes qui te demandent, tu sais, Kim, tout dépendant des spectacles, des fois, il y en a qu'on est plus uniforme, tu sais, toutes les mêmes cheveux, la même façon, tout ça, mais pour la tournée, je me rappelle, c'était un peu à notre façon, on y va comme on se sent, puis elle avait dit, tu sais, Kim, tu te sens belle comment? Les cheveux attachés, les cheveux lousses? OK, fais ça. Tu sais, vraiment, elle célèbre chaque femme autour d'elle, tu sais, puis c'est vraiment un cadeau de pouvoir travailler pour elle. Mais c'est ça, puis surtout, j'ai l'impression que dans le monde de la danse, c'est un milieu qui est quand même qui est très rigide lorsque tu vas en tournée. Puis le fait d'avoir cette liberté-là, ça a dû tellement être libérateur, si je peux dire, en tant que telle, en tant que danseuse. Ça te permet de t'exprimer aussi, pas simplement par ta danse, la chorégraphie que tu apprends et l'artiste pour qui tu danses, mais bien par toi-même aussi. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un détail. On parle de cheveux, on parle de maquillage, tu sais. Puis je serais prête à faire peu importe le look qui est, là, ça fait partie de notre job. Mais c'est le message derrière ça que je me sens pas juste comme un numéro où mes danseurs, je connais pas leur nom, tu sais. C'est fun de savoir, OK, tu sais, je comprends qu'on va peut-être pas se voir souvent. C'est une grosse machine, t'as tes choses, t'as ta famille, t'as ton mari. Tu sais, nous, on a nos affaires à faire, nos répétitions et tout. Mais quand on est dans la même pièce, quand on est là, quand on fait notre prière avant de monter sur la scène en gang, ça compte, puis je le sens que, tu sais, elle est vraiment à vie dans la gratitude, puis elle apprécie qu'on soit là, puis tout le travail qu'on fait. Donc, ça fait toute la différence, c'est travailler avec un artiste qui arrive dernière minute, puis qui se fout de tout le monde, puis, tu sais, je veux dire, on en voit de toutes les couleurs, là. Ouais. Puis, fait que le fait que mon grand rêve, tu sais, moi, c'était Beyoncé, puis qu'en plus, ça soit une femme et une boss extraordinaire, je veux dire, c'est dur à battre, la barre est haute. Mais oui, c'est sûr. Puis en même temps, justement, ça me fait penser, mais tu disais que tu as fait combien de pays au total lors de la tournée ou combien de dates? Mon Dieu, je sais pas en date. Je pense que je suis rendue à 3 pays dans ma liste de pays que j'ai fait, là. Fait que ça serait à peu près une quarantaine, peut-être, quarantaine. C'est vraiment beaucoup. Puis, en tant que... Tu sais, quand tu fais des tournées qui sont aussi intenses, des tournées mondiales, comment est-ce que tu fais pour pas te drainer ton énergie? Ouais. Parce que c'est très, très demandant, tant physiquement que mentalement, tu sais. Ouais. Il y a un stress qui vient avec performer devant tellement des grosses foules. Surtout, on parle de Beyoncé, qui est une artiste qui fait des sold-out shows tout le temps. Ouais. Donc, comment est-ce que tu gardes ton énergie? Puis comment est-ce que tu vis ça? Ouais. Bien, contrairement à ce que les gens vont peut-être penser, le processus de répétition est beaucoup plus difficile. OK. C'est vraiment, là, on parle au début, on travaille des 8 heures, 9 heures par jour, de danser sans arrêt. Parce que là, tu fais pas juste monter le spectacle, mais tu essaies version A, B, C, ça change à chaque fois. Fait qu'il faut que ton cerveau soit prêt. Est-ce que tu es capable de te rappeler de tous ces mouvements-là? Puis là, OK, non, on met ça aux poubelles, nouvelle version. Tu sais, puis là, ton corps te mal partout, mais là, tu sais que demain matin, il faut que tu te lèves puis que tu continues. On a à peine de journée de congé d'habitude quand tu es en processus de pré-production là, pour un show comme ça. Tu as peut-être tes dimanches de congé, puis c'est tout. Puis là, après ça, quand tu tombes en production, vraiment, là, on est rendu sur la scène qui a été installée dans un aréna, tout ça, tu sais, c'est le semblant
tous les accessoires, la vidéo, tu sais, tout est installé comme si c'était le show. On est rendu en répétition de production. Mais là, des fois, c'est des 12 heures, des 13 heures. Tu danses pas toujours, tu sais, t'as des breaks, puis ils arrangent un vidéo, la lumière ne fonctionne pas, OK, on met pause les danseurs, on travaille sur la lumière, OK, ça reprend 1 heure plus tard, mais ça te demande, comme tu dis, mentalement aussi, tu sais, c'est pas juste physiquement, mais c'est, hey, je suis drainée, j'ai mal partout, mon corps est fatigué, mais tu dois continuer, des fois, tu travailles jusqu'aux petites heures du matin, ça, c'est vraiment drainant. Fait que là, tu pars en tournée enfin, là, la première date, tu t'en vas en voyage, tout ça. Là, tout d'un coup, tu as comme la chance de respirer un peu. Fait que ça fait du bien. Mais c'est sûr que comme style de vie, c'est pas pour tout le monde. Tu partages un autobus voyageur, un autobus de tournée avec une 12aine de personnes que tu n'as pas choisi. C'est ta famille qui t'est donnée. Après ça, oui, comme tu dis, le stress, les arénas, les spectacles à chaque fois. Changer de fuseau horaire aussi. Tout d'un coup, tu voyages, tu zigzags, puis whoop, on est rendu ailleurs, j'ai mal dormi, mais j'ai un spectacle aujourd'hui. On atterrit, il faut se rendre à l'aréna ou au stade, puis c'est le temps de se réchauffer puis de commencer à danser. T'es loin de ta famille, t'es loin de ton monde. Si t'as mal, il faut que tu t'assures de t'occuper de ton corps parce que, veux pas, c'est très rare qu'il y ait un swing ou quelqu'un qui est là pour te remplacer. Tu un danseur qui ne fait pas partie du spectacle. Nous, on n'avait pas de swing. Donc, fais attention à toi. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en jeu, c'est un petit peu de tout. Puis je pense que c'est important de s'écouter. Premièrement, de poser des questions. Si c'est ta première tournée, demande à quelqu'un qui l'a déjà fait. As-tu des trucs, as-tu des astuces? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je pourrais gérer tout ça? D'être clair avec sa famille, je pense aussi, côté attente. Hey, je vais peut-être pas pouvoir vous parler à chaque jour, ou son copain, sa copine, si on a un partenaire, ça aussi, d'avoir ces conversations-là pour que la communication soit claire. Puis après ça, je dirais de profiter du moment. Ça, c'est super important, même si c'est difficile. Ou vous êtes sortis dans un club en gang. J'en ai fait beaucoup de ça dans ma première tournée. C'est sûr que tu es plus jeune, c'est le fun. C'est une première fois. Puis là, en tant que danseur de Beyoncé, on se faisait inviter. Il y avait des événements qui se faisaient hosted by the Beyoncé Dancers. Mais là, veux pas, après ça, est-ce que tu dors jusqu'à midi le lendemain ou tu veux te réveiller parce que tu es à Paris puis tu veux profiter de la ville dans laquelle tu es? Fait que là, OK, la nuit était courte parce que tu te lèves tôt pour en profiter. Fait que c'est trouver son équilibre, qu'est-ce qui fonctionne pour toi en tournée. C'est drôle, je pense maintenant, puis je ferais ça tellement différemment de comment je l'ai fait il y a plusieurs années. Maintenant, sachant qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, mes priorités et tout, là. Fait que c'est ça, c'est de se connaître, puis d'essayer une couple d'affaires, puis de s'écouter aussi quand tu es en tournée pour être sûr d'être bien physiquement et mentalement. C'est ça, exactement, parce que justement, j'y pensais, puis c'est une question que je me posais quand tu es en tournée, parce que tu as les concerts, mais comme tu disais, tu pouvais profiter de la ville en même temps où est-ce que tu étais. Tu avais un petit peu de buffer pour aller regarder. Oui, un petit peu, je te dirais, ça dépend. Avec Beyoncé, ça a donné que la tournée que j'ai faite, on faisait l'album visuel qui est sorti à la fin de cette année-là, où est-ce qu'il y avait un vidéo qu'elle avec chaque chanson. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, de Beyoncé. Oui, puis donc, pendant qu'on était en tournée, pendant le Mrs. Carter Show, pendant beaucoup de journées de congé, on est en répétition pour ces vidéoclips-là où on est en train de les filmer. Ou des fois, tu sais, en tournée, on a ce qu'on appelle des legs, des jambes. Mais tu sais, c'est ta leg, on va dire, à Amérique du Nord. Là, après ça, c'est un petit congé d'une semaine ou 10 jours. Puis là, prochaine leg, c'est on s'en va en Europe. OK, petit congé. Après ça, tu sais, fait que c'est comme un peu, on y va par coup de continent, un peu, on pourrait dire, ou de région. Mais là, des fois, ces 5-10 jours-là que tu aurais vraiment pris pour retourner voir ta famille, tout ça, c'est « Hey, mais Kim, tu pourrais-tu venir, tu sais, à Paris, on va filmer Partition, puis après ça, tu te rendras directement en Nouvelle-Zélande pour continuer la prochaine run qui est en Australie. » Puis mais tu sais, tu dis pas non, je suis tellement excitée, puis ça me fait plaisir, oui, mais c'est ça, là, c'est demandant, là. Ben voyager autant, justement, comme tu disais, il y a le fuseau horaire, il y a ton physique. Il faut que tu fasses attention à toi aussi, tu sais, quand tu clubs ou, admettons, tu te casses une cheville ou quoi que ce soit. Ben, qu'est-ce qui arrive avec ton contrat dans ce cas-là? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrêtes? Tout dépendant de la blessure, si c'est possible pour toi, c'est sûr, écoute les médecins, fais attention, parce qu'on est surtout, ben je pense que n'importe quel athlète, tu sais, puis il y a une mentalité en ce moment qui est en train de changer, puis je pense pour le mieux, dans le sens qu'avant, c'était genre, on t'applaudissait, bravo, t'as dansé sur ta cheville qui te fait mal, tu sais. C'est pire. Ben oui, tu sais, puis on l'encourageait, puis c'est ça, on faisait la promotion de ça, de « Ah ouais, you're a team player ».
Mais oui, mais c'est mon corps, puis j'en ai besoin pour toute ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, là, je pense que tranquillement, pas vite, les gens s'écoutent un peu plus, puis on fait attention à ça, puis c'est important de suivre la note du médecin, là. Si t'assois, assis-toi. Fait que pour ce qui est d'être blessé, c'est ça dépend de la gravité de la chose. J'ai eu ma première blessure récemment cet été, où j'ai eu vraiment à m'arrêter, puis je pouvais pas continuer. J'étais en train de tourner une pub, une pub où est-ce qu'on dansait beaucoup, on bougeait, puis ça a donné que j'ai flippé mon pied, puis je suis tombée sur mon pied, puis c'est ça. Je l'ai foulé, mais bien foulé. Oh non! Donc, je cogne du bois. J'ai une de mes sœurs, Marie-Ève, je le mentionnais, qui dansait aussi, me ressemble beaucoup, même si on a un 6 ans de différence. Là, on se ressemble beaucoup. Okay. Puis, elle est venue sauver le plateau de tournage. On l'a appelé dernière minute, c'est un dimanche. Elle a dit « OK, parfait, je m'en viens. » Puis, ils l'ont maquillée comme moi, coiffée comme moi. Ils ont mis mon costume, puis c'est elle qui a fini la pub. Hey, c'est bien drôle. Ouais, c'est plate que tu sois foulée la cheville, là. Mais je suis contente, c'est comme un mal pour un bien. Elle a pu faire la pub, puis ça s'est bien terminé. Mais ça a été la première fois, tu sais. Puis c'est sûr que c'est dur. Tu te dis, OK, je m'écoute, puis je veux pas aggraver ma blessure. Ouais. Mais en même temps, tu as toujours l'impression, est-ce que je déçois? Est-ce que je viens ruiner l'affaire? Ben ça faisait des jours qu'on répétait. On a déjà fait une journée de tournage. Puis là, d'un coup, ils doivent shifter le script parce que là, on peut pas avoir une fille qui s'est rendue... On l'a vu rentrer dans le building, puis après, on la voit pas jouer, on la voit pas danser, on la voit pas faire ce qu'elle est supposée de faire. Là, il manque de continuité dans la pub. Fait que c'est ça. Fait que t'as toujours un peu la pression de, tu sais, est-ce que je déçois? C'est ce qui est difficile, mais il faut s'écouter, c'est ton corps. Tu sais, après cette job-là, il va en avoir une autre, puis une autre, puis une autre. C'est comme ça que tu payes aussi tes factures, puis comment tu vis, puis... c'est ça, on en a juste un corps, il faut faire attention. Ben exact. Puis en même temps, c'est pas comme si tu avais fait exprès de t'ouvrir la cheville. Non. Puis tu sais, dans des situations où tu décevrais, c'est plus, admettons, t'arrives en retard, t'es pas sharp, t'as pas de discipline, mais... Que c'était sous ton contrôle. C'est ça, mais c'est sûr que c'est plate, puis t'es comme, oh, j'ai tout donné, puis j'aurais tellement aimé le faire, puis ces gens-là s'attendaient à ce que je fasse ça. Ouais, ça l'arrive. C'est ça. Puis, au moins, c'est pas arrivé pendant une grosse tournée internationale, fait que c'est plate, mais... Il y a pire aussi dans la vie. Oui, puis ça l'arrive, on sait qu'il n'y aura pas un show parfait, puis des blessures, ça se passe, ou des oups, il faut revenir à la maison pour quoi que ce soit, tu sais, puis on s'arrange, puis on est très flexible, tu sais, les danseurs, je pense qu'on est habitués d'être malléables, puis OK, aujourd'hui, ton show, on change de position, tu t'en vas là, tu sais, ça fait partie un peu aussi des forces qu'on doit avoir en tant que danseur, là, d'être prêt à tout. OK. Ouais, puis justement... Tu parlais de performance et du stress qui vient avec. Ouais. Comment est-ce que tu gères ce stress-là, toi? Parce que à l'école, OK, moi, je sors de l'université, donc je vais donner cet exemple-là. Ouais. Mais, tu sais, quand t'es à l'école, tu dois faire une présentation orale. La majorité des gens sont vraiment stressés. Puis c'est juste devant un petit groupe de 30 personnes, 60 personnes. Toi, ça a été quoi la plus grosse foule devant laquelle tu as performé? Puis comment est-ce que tu as géré ce stress-là? Bien, techniquement, la plus grosse foule... Si on regarde le Super Bowl, c'est que, tu sais, il y a le stade qui est rempli, mais aussi il y a des millions de personnes à la télé qui regardent, tu sais. Mais sinon, tu sais, des 100 000 dans des festivals ou des affaires de même, tu sais, Rock in Rio, tout ça, je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais je sais qu'il y a des mille et des mille de personnes. Mais pour être honnête avec toi, en tant que danseuse, oui, il y a un petit stress. Mais je comprends, tu sais, ton exemple de présentation orale. Tu me demandes de parler devant 15 personnes versus danser devant 50 000. Moi, je vais prendre danser n'importe quand. C'est tellement drôle. Oui, c'est drôle. On dirait que là, d'un coup, c'est ta voix, c'est de prononcer. Je sais que je deviens un peu rouge, que je stresse, mais danser, j'essaie de vraiment un peu tomber, pas sur l'autopilote, mais oui, tu sais, quand tu es bien répété, puis que ça fait des heures que tu sais, tu as répété la chorégraphie, tu l'as dans le corps, tu peux un peu tomber sur l'autopilote, puis juste profiter du moment. Qui est devant moi? Hey, elle a telle pancarte. Ah, c'est cool, t'as-tu vu elle, troisième rangée, comment elle était habillée? Tu sais, là, d'un coup, t'es vraiment dans le moment présent, tu sais. T'as le temps de regarder ces détails-là. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment d'année en année avec l'expérience. Au début, t'es vraiment, vraiment stressé. Puis là, oups, tu fais une petite erreur, ou ton costume est brise, ou t'as oublié tel accessoire sur scène. Puis là, oh mon Dieu, tu te dis, OK, je vais en prendre note, ça, c'est gênant, je ne referai pas ça. Puis là, plus ça va, plus tu as d'expérience, plus tu as fait le tour de peut-être les erreurs ou les genres de mishaps, comme on pourrait dire, qui se passent. Puis plus ça va. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, tu me demanderais de monter sur scène. Si on est bien préparé, puis on sait bien, tu sais, on a eu quand même plusieurs heures de répétition. Ça va bien, puis j'ai très hâte, tu sais. Mais c'est sûr que dans mes premiers spectacles, c'est stressant parce que tu penses à juste qu'est-ce qui peut, tu sais, mal aller. Ouais. Ben c'est ça qui est drôle parce que je m'imagine danser devant une foule de 50 000 personnes. Je suis comme, je pourrais jamais.
Ouais. J'ai fait de la danse auparavant, jamais professionnellement, mais tu sais, moi, j'ai fait de la danse back and forth, si je peux dire. J'en ai fait quand j'étais jeune, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai repris. Puis, je me souviens quand on faisait des shows, j'étais tellement stressée parce que des fois, tu sais, on fait des transitions de personnes. Ouais. Et là, il faut que tu fasses attention à ne pas foncer dans quelqu'un. Ouais. Puis, la dernière troupe de danse que j'ai fait, c'était du heels. Lady Style Heels. Ouais. Puis, j'ai adoré ça. J'ai tripé sur le style. Je trouvais ça tellement féminin. Je me sentais beau, je me sentais forte. J'ai adoré ça. Mais en heels, j'ai l'impression que ce stress-là aussi de comme devoir rester sur la pointe de tes pieds. C'est autre chose. Puis là, tu sais, on reculait, on allait à terre. J'étais comme... J'ai tellement peur de tomber. Puis c'était juste une petite foule, genre de peut-être comme 100 personnes. Ce qui était drôle, c'est qu'on avait enregistré une vidéo à Espace des Arts. Okay. Place des Arts, en fait. Puis ma prof était comme, non, mais inquiétez-vous pas, comme il y a personne à la Place des Arts, de toute façon, comme il y a absolument rien. Mais la journée où on a décidé de filmer, en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait un festival de danse juste à côté. Oh non! Et on était out in the open, en costume, en train d'être filmés. Et les gens, une fois que le spectacle d'à côté était fini, pensaient que nous aussi, on performait. Oh là fait là! Que tout le monde, on s'est ramassés dans un énorme cercle de personnes à Place des Arts. Et on était dans la troupe étudiante, OK? Fait qu'on était comme premier niveau. Et on s'est tous regardés, puis on était comme... Bon, ben les girls... La pratique, ça se passe maintenant. Ouais. C'est pas juste la vidéo qu'on fait, c'est une vraie pratique. Fait qu'on a dû performer pour ces personnes-là en même temps de tourner les vidéos, puis bref. Moi, ça m'avait tellement stressée sur le coup, j'étais comme, je sais pas comment les vrais danseurs ils font. Mais t'as raison qu'avec l'expérience, j'imagine que ça vient aussi, cette aise-là à être devant les gens. Absolument. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose, tu sais, c'est un exemple où c'était une surprise, c'était pas planifié. Fait que c'est sûr que quand tu sais, quand ça fait des semaines que tu répètes le même spectacle, que tu connais tes aller-venir, l'escalier où tu dois descendre, ton changement de costume, tu sais, c'est important de tout pratiquer ça. Fait que là, d'un coup, tu t'installes, ta confiance, elle se développe parce que tu connais bien ton show. Mais c'est sûr qu'une curveball de même Salut, vous avez des spectateurs maintenant, tu sais, c'est sûr que ça pourrait être stressant pour n'importe qui. Ben, c'est ça. Puis, en tant que telle, en tant que danseuse, vu que le stress, c'est pas l'aspect le plus stressant pour toi, ce serait quoi l'aspect le plus difficile à gérer en tant que danseuse professionnelle, selon toi? Je pense que ça revient un peu à avoir à réauditionner, à avoir à se prouver. Fait que vraiment, c'est un peu comme l'inconsistance, les hauts et les bas de ce métier. Veux pas en tant que travailleur autonome, tu travailles à contrat. Tu sais jamais quand tout d'un coup, tu peux avoir un mois où tu as 3-4 contrats qui rentrent. Waouh, ça va bien, c'est parfait, je m'amuse, je suis occupée. Puis là, tout d'un coup, pendant 2-3 mois, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que ça donne qu'il n'y a pas vraiment de spectacles qui ont besoin de danseurs ou tout est déjà booké. Et là, tu te dis, oh là là, OK. Fait que là, de un, tu as le stress de, ben c'est ça que je mentionne, d'avoir toujours à te prouver puis à espérer d'être choisi. Mais tu as aussi le stress financier, tu sais. On ne va pas se le cacher, ça peut être très difficile si tu es quelqu'un qui dépense au jour le jour. J'ai le chèque, parfait. Puis encore une fois, je pèse beaucoup sur ce sujet-là dans mon programme de mentorat parce que tu veux te payer en premier. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'argent pour futur toi dans un compte de banque, dans des investissements, parce que justement, tu sais jamais quand ça va arrêter de rouler, puis d'un coup, un genre de ce qu'on appelle un dry spell, où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe, puis le téléphone ne sonne pas, puis tu ne reçois aucun courriel. La pandémie. La pandémie a été l'exemple parfait, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont réveillés après ça, puis qui ont dit, attends une seconde, là, me payer mes cafés latte chaque jour, peut-être que je devrais faire attention, faire un jour sur 2, ou une fois semaine, c'est ma petite gâterie, puis veux pas, si on parle juste d'un 5$, d'un 8$, mais ça, à s'accumuler puis faire le calcul, après un an, tu te dis, c'est quand même un beau petit coussin, tu sais. Ou il y a la règle, je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça, en tant que travailleur autonome, d'avoir un 6 mois, c'est comme ta sécurité un peu, où tu as 6 mois de toutes tes dépenses de mis de côté argent. Donc, si tu calcules, OK, je dois payer mon cellulaire, mes assurances, ma voiture, mon gaz, ce que je loue, peu importe, c'est ça, le loyer. Ça, on va dire, c'est un 2 000 par mois. Parfait. Est-ce que je peux faire 2 fois 6 000, avoir 12 000 en banque au cas qu'il se passe quoi que ce soit? Qu'il n'y ait pas de job ou que je me fasse mal, on revient à ça, puis tout dépendant de dans quel pays tu habites, puis si tu es assuré ou non, puis là, d'un coup, tu es par toi-même, puis tu as à payer tes dépenses de physio, puis de masso, puis de peu importe ce que tu as besoin. Tu peux-tu avoir ce coussin-là?
Donc, ça aussi, tu sais, c'est important. On y pense pas, tu te lances là-dedans. Puis j'adore danser, je suis danseuse, let's go! mais le côté indépendant, tu sais, côté contrat, une à la fois, t'es pas salarié, tu sais pas c'est quand les prochains chèques vont rentrer. Il y a ça. C'est vraiment des hauts et bas d'adultes, je dirais, tu sais, de vraiment faire attention puis penser à ça. Oui, parce qu'on entend les finances, malheureusement, money makes the world go round. On est dans un système capitaliste. Mais en tant que tel, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu as vraiment réalisé comme, il faudrait que je commence à avoir mes finances in check, si je peux dire, ou tu as toujours été aussi... venant de ma mère, tu sais, pour venir à ça, je devais travailler trois jobs, puis elle faisait super attention. Puis écoute, on aurait manqué de rien, puis on a eu de l'amour, puis on a eu tout ce qu'il fallait. Mais tu sais, il fallait faire attention. Tu sais, je me rappelle des portions quand j'étais jeune, tu te prends pas 2 portions de telle affaire, je te donne ce qui est sur ton assiette, puis parce que tout était calculé pour la semaine côté épicerie, là. Fait que je sais pas si c'est ça ou c'est peut-être un peu en moi ou c'est un peu des deux, mais très rapidement, j'étais du genre, en tant que danseuse professionnelle adulte, aller en répétition puis être la seule à avoir mon lunch que j'avais pacté de chez nous. fait que c'est ça. Puis ça donnait bien que mon chum, dans le temps, il était du même genre, tu sais, de faire attention à ses sous puis faire son lunch. Fait qu'on s'encourageait là-dedans. Puis je mettais un peu d'argent de côté, puis un petit peu d'argent de côté, tu sais. Donc, j'ai quand même eu ça naturellement un peu en moi. Mais ça a été plus tard, je te dirais, début trentaine, que là, c'est là, je me suis dit, ça serait le fun de m'intéresser à qu'est-ce qui vient après ma carrière, ma retraite. En tant que travailleur autonome, j'aurais pas ce qu'on peut recevoir quand on est salarié après des années dans une même compagnie. Ça va être ce que le gouvernement m'offre, ou si tu es aux États-Unis parce que je l'étais dans le temps, pas grand-chose. Fait que là, faut que tu y penses, OK, qu'est-ce qui se passe une fois que je peux plus danser, que mon corps bouge plus ou quoi que ce soit? Fait que c'est là que je me suis mis à lire plein de livres de finances, m'intéresser à ça, poser des questions, avoir des conversations. Fait que je te dirais, début trentaine, là, ça a été un peu genre, OK, accélérateur, let's go, je veux m'assurer que Kim, dans le futur, va être bien. Ouais. C'est tellement nécessaire d'en parler. Tu sais, je pense que même, pas nécessairement en tant que danseur, mais juste le système d'éducation en général, à moins que tu fasses ta littératie financière toi-même, il n'y a personne qui va te l'apprendre à part tes parents, ceux qui sont proches de toi. Ouais. Donc, tu sais, à l'école, on ne nous apprend pas à faire nos impôts, on ne nous apprend pas la différence entre un CELI, un REER. Maintenant, il y a un CELI app qui s'est ajouté. Ouais. Toutes ces affaires-là que, tu sais, dans la vingtaine, tu sais pas trop. Puis, moi, j'ai 22 ans, bientôt 23, puis j'ai l'impression que, tu sais, ma retraite, c'est tellement loin. Puis, je suis comme, est-ce que j'ai besoin d'avoir un REER? Est-ce que je suis mieux de mettre mon argent dans un CELI? Tout ce qui est investissement, tout ça, retraite. Encore, tu sais, même chose, moi aussi, je ne suis pas une experte. Faut demander à des experts. Mais une fois que tu commences à toucher ce sujet-là d'investissement, que tu te réalises, oh là là, si j'avais mis tel montant-là dans des investissements quand j'étais jeune, parce que c'est un long time game, comme on peut dire. Tu sais, tu commences pas à investir quand tu vas avoir besoin de le sortir 10 ans plus tard parce que tu es rendu à 60 ans. Là, tu sais. C'est vraiment si tu peux mettre cet argent-là de côté puis agrandir par soi-même exponentiellement dès ton jeune âge, tu sais, c'est là que c'est tellement important, puis c'est ça que ça fait toute la différence. J'ai une sœur de 25 ans, puis elle a vraiment très rapidement, tu sais, comme tu dis, comme toi, s'intéresser à tout ça, puis je pense que c'est vraiment important. Faut regarder ça. Moi, je suggère David Bach. C'est un écrivain financier américain. Donc, c'est sûr qu'il faut faire l'équivalence là, pour ceux qui écoutent et qui sont au Québec pour voir... c'est ça, l'équivalence au Canada. Mais il y a plusieurs livres qui sont vraiment intéressants, sont magnifiques. The Latte Factor. Oui. Smart Women Finish Rich. Oui. En tout cas, il y a toute une panoplie de livres. Là. Ça, c'en est un de mes préférés. The Latte Factor, j'en avais entendu parler. Oui. Moi, celui que j'ai lu récemment, c'est celui de Elle Investit. Ouais. Qui vient de sortir. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai entendu parler. C'est vraiment un bon livre. Moi, j'ai bien aimé. Puis surtout, c'est super bien expliqué, c'est vraiment bien vulgarisé. Pour ceux qui ne se connaissent pas en finance, super bien. Il y a aussi un livre de Nicolas Bérubé qu'on m'avait conseillé, qui était, je pense, de 0 à millionnaire, investir en bourse, qui est aussi sur les finances au Québec. Parce que je trouve ça intéressant, parce que moi aussi, le truc, c'est que j'ai commencé avec beaucoup de livres anglophones qui étaient plus américains, puis ils ne reflètent pas nécessairement le système du Québec. Ouais. Puis ça, c'est un aspect aussi qu'on se pose des questions. On est comme, mais est-ce qu'on va investir de la même manière qu'on le fait quelque part d'autre? Fait que je trouve que c'est vraiment important de parler de littératie financière. Puis tout le monde devrait savoir ça, parce que c'est la manière dont on va bien vivre. Et tout le monde mérite
d'avoir la liberté financière. Absolument. Tu sais, puis on revient à la confiance. On a beaucoup parlé de confiance en soi. Oui. Ça joue un gros rôle. Si tout d'un coup, tu as l'impression que tu es sécuritaire, là, tu sais par où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu as à faire, puis combien d'argent que tu remets de côté, puis tout ça. C'est fou comment ça joue avec ta confiance. Ouais. Tu te sens bien, tu sais. Ouais. Ben, tu te sens supporté, tu te sens en sécurité. Ouais. Tu sais que tu as un coussin qui va être là si jamais il arrive quoi que ce soit. Ben oui. Puis moi, j'ai Ouais. pas toujours été responsable avec mes finances. On s'entend, quand j'étais jeune, je dépensais pas mal paycheck to paycheck. On passe tout Puis- par là, je pense. C'est tu sais. Tu passes par le fait, puis là, à un moment donné, tu te ramasses, t'as peu d'argent, puis t'es comme, oups, peut-être que je dépense un petit peu trop. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé qu'il faudrait que je sois plus responsable. Puis depuis, je me sens tellement mieux aussi par rapport à moi-même. Puis ça a joué aussi sur la confiance, t'as totalement raison. Oui, absolument. Tu sais, je pense à j'ai plusieurs amis danseurs avec qui je faisais les mêmes jobs. Ouais. Tu sais, c'est un petit milieu une fois que tu es là-dedans. Là. Donc, on travaille ensemble sur une job de J-Lo. On fait un show de télé ensemble. Tu sais, veux pas, on se voit, on se fréquente souvent. Donc, on fait à peu près la même argent. Mm-hmm. Puis là, on m'appellerait. Puis, hey, Kim, t'as-tu reçu tel chèque là, du mois passé, là, le travail qu'on a fait? C'est parce que j'en ai vraiment besoin pour payer mon loyer. Puis je me dis, Oh. tu sais, si serré que ça, attends 2 secondes, il faut qu'on s'en parle. Là. Parce que je sais à peu près ce que tu fais, tu sais, puis ton style de vie, je te connais bien, je sais où tu habites, tu sais, peut-être pas à la scène près, mais c'est là qu'on voit qu'il y a comme un manque de conversation sur, hey, paye-toi d'abord, mets de l'argent de côté, pense à ton futur, puis tout va bien aller, tu sais, c'est important de penser à ça. Définitivement. Ouais. Puis on parlait justement des affirmations et des mantras. Ouais. Puis je voulais savoir, est-ce que tu en as des préférés que tu te dis à chaque jour? C'est lesquels? Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-uns? Ouais. Moi, celui tout le long de ma carrière, je te dirais qu'il a vraiment été présent. Je parlais de Triple Threat Dance, la convention où j'avais été. Puis c'était leur mantra à eux, leur motto. Puis je l'ai pris, je suis partie avec. C'est If it's meant to be, it is up to me. Ouh, Ouais. j'aime ça. Ouais, If it's meant to be, it is up to me. Je trouvais que ça me donnait mon pouvoir, Absolument. mon contrôle de, hey, c'est pas juste parce que oui, c'est sûr que c'est une genre de game en tant que danseur de on va-tu me vouloir, c'est quand je vais recevoir l'audition, c'est eux qui doivent me choisir. Tu sais, t'as souvent l'impression que t'es pas en contrôle puis t'attends que le téléphone sonne. Mais avec ce mantra-là, cette affirmation-là, je me suis dit non, il y a plein de choses que moi je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aider demain? À qui je peux parler? Quelle classe que je peux aller prendre? Est-ce que je peux monter mon site Internet? Tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour s'aider, pour aider sa carrière, ses rêves et tout. Donc, ça a été un mantra qui a beaucoup joué dans ma carrière. C'est vraiment bon. Puis en plus, j'avais jamais entendu ce mantra-là, mais je trouve que ça te redonne le pouvoir, justement, it is up to me. Ouais. Comme c'est à moi de créer qu'est-ce que je veux avoir. Ouais. C'est à moi de créer ma réalité. Puis justement, ça me fait penser... dans les dernières semaines, justement, en 3 jours, j'ai créé mon site web. Donc, je l'ai mis en ligne hier. Quand vous avez regardé l'épisode, ça va faire un petit bout, un peu. Félicitations! Merci! J'ai littéralement clenché. Parce qu'en soi, j'ai perdu mon emploi il y a peut-être 3 semaines, au moment où on enregistre. Puis, j'ai toujours eu ce rêve-là, j'ai toujours eu ce désir de coacher les gens en développement personnel par rapport à moi. Ce que moi, j'ai vécu, comment est-ce que j'ai fait ce processus-là, puis justement, aider les autres à gagner cette confiance en eux-mêmes. Donc, je me suis dit, ça fait 3 ans que j'en parle, de vouloir être coach. Je me suis inscrite en plus en juin à un cours de Identity-Based Coaching. Ah ouais. Donc, comment transformer qui t'es en ce moment en la personne que tu veux être, qui va accomplir les objectifs que tu t'es fixés. Puis, tu sais, j'avais encore mon emploi à ce temps-là, puis j'étais comme, tu sais, j'ai mon coussin, j'ai ce cours-là, ça va être le fun. Et le fait que j'ai perdu ma job, j'ai l'impression que au départ, j'ai pleuré pendant comme une journée, C'est naturellement. Oui. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Oh my God, j'ai plus de revenus qui rentrent. Mais en y pensant, j'étais comme, tout est comme trop bien aligné pour que ça n'arrive pas pour rien. Ouais. Comme il y a une raison derrière le fait que j'ai perdu ça. Et j'ai littéralement eu le boost de motivation qu'il me fallait pour que je monte mon site web, je développe une vraie marque. Donc, j'ai fait comme tout mon calendrier des publications pour le mois d'août. Là, je me focus sur septembre. J'ai monté mon site web en 3 jours cette semaine. Je l'ai mis en ligne. La semaine prochaine, je fais l'outline pour un cours sur l'intelligence émotionnelle que je veux sortir. Puis, je vais faire du coaching one-on-one à partir du mois d'octobre. Ah, donc, c'est malade! C'est ça, puis justement, it is up to me. Puis c'est juste... Je suis tellement inspirée en ce moment. Puis j'ai l'impression vraiment que je m'en vais vers quoi? En fait, je m'en vais vers ce qui me rend heureuse. Ouais. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? Puis ça m'a juste donné le petit coup que j'avais besoin pour vraiment me lancer à 100%. Donc, if it's meant to be, it is up to me. Oui. Ça résonne vraiment beaucoup pour moi en ce moment. Ah, c'est cool. Hey, félicitations pour tout ça. C'est tellement le fun. Merci. Qu'est-ce qui est le fun avec tout ça? C'est, tu sais, je pense que c'est important de se rappeler que
c'est le fun d'aller jusqu'au bout. Si tu as une idée, si tu as quelque chose qui t'allume, vas-y, puis ça sera peut-être pas la fin. Tu vas peut-être pas faire ça toute ta vie ou tu vas réaliser. Je pense à un ami qui a déménagé à LA dans le même temps que moi, puis qu'après quelques mois, il s'est dit « Ah, c'est pas pour moi. Moi, la pression, les auditions, il y a trop de monde. » Bien, au moins, tu y as goûté, tu l'as essayé, tu t'es rendu jusqu'au bout, puis tu as une réponse. Exact. T'sais. Moi, c'était important. Pour moi, je voulais jamais vivre avec des regrets, avec des what-ifs. Si je m'étais pas rendue à Los Angeles, j'avais décidé de rester à la maison à Montréal, j'aurais sûrement eu ça, tu sais, l'univers parallèle de Kim, tu sais, qu'est-ce qui serait passé si j'avais déménagé à LA? Bien, rends-toi jusqu'au bout pour avoir la réponse. C'est peut-être pour toi, ça l'est peut-être pas. Fait que bravo de te lancer là-dedans, c'est malade. Merci! Comme on dit, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais. Donc, mieux vaut se lancer à 100%, puis au pire, tu vas voir que c'est pas pour toi, mais tu te rediriges après. Ben oui, ouais. Donc, écoute, Kim, on s'en vient par la fin de l'entrevue. Oui. Malheureusement, honnêtement, j'aurais pu continuer à parler de c'est ça. C'était tellement le fun. Mais je voulais savoir, comme question finale que je pose à toutes mes invités, toi, c'est quoi qui te rend fière d'être femme? Oh, c'est une bonne question. Ce qui me rend fière d'être femme, je te dirais, c'est de regarder les femmes autour de moi, de voir à quel point elles jouent 40 000 rôles en même temps. Tu sais, une maman qui travaille, qui est là pour sa famille, qui est là pour son conjoint ou peu importe. Tu sais, je pense à ma mère, je pense à mes sœurs, j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Puis je me dis, wow, on est vraiment des superwomen, tu sais. Ouais. Puis c'est pas pour enlever rien aux hommes ou à autres personnes, mais je dois avouer que je nous trouve fortes. Il y a une force, puis il y a aussi ce côté émotionnel et très, tu sais, mère nature, le côté un peu biologique, je sais pas le mot qui représenterait ça le plus, là, mais il y a vraiment le côté tendresse et force qui s'unit, puis qui fait de la femme quelqu'un d'incroyable. Puis moi, ça me rend fière quand je vois... des femmes qui s'accomplissent, puis qui font qu'est-ce qu'ils aiment, puis qui brisent des murs, puis qui continuent, puis qui montent plus haut. Je me dis, aïe, on est hot. Ouais, les modèles d'inspiration féminins, en fait. Oui, absolument. Ah, c'est beau, puis je suis totalement d'accord avec ça, naturellement. Il faut des modèles féminins. Oui. Puis c'est la plus grande source d'inspiration pour moi aussi. Là, quand je regarde les femmes qui ont réussi, je me dis, c'est possible pour elles, c'est possible pour moi aussi. Puis c'est possible pour toi aussi, si t'écoutes ça. Ouais, c'est de ça dont ce podcast-là, c'est parfait, c'est vraiment ça. Donc, merci de faire ça. Merci de nous donner cette porte d'accès-là à des femmes, à des gens, à des histoires, à toi, qui nous inspirent beaucoup. Ben, ça me fait tellement plaisir, Kim. Honnêtement, c'est un honneur pour moi de t'avoir. Je te suis sur les réseaux depuis très, très longtemps. Tu as toujours été une inspiration aussi pour moi. Je te regarde danser, je regarde ton parcours, tout ce que tu as fait. C'est incroyablement inspirant pour toutes les femmes, qu'on soit danseuses ou pas. Vraiment, juste globalement. T'es super inspirante, puis je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci, Juliette. Merci.